Voilà, de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour si vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes à Montréal aujourd'hui, l'émission Ça va causer, et nous mettons le cap sur la protection des enfants. On en parle de plus en plus. Montréal évolue, le Québec évolue, le Canada évolue, mais les parents également réfléchissent, observent ce qui se passe, et ils ont également des organisations. Nous rencontrons un grand monsieur aujourd'hui. On parle ici d'un organisme Ensemble pour protéger nos enfants. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis heureux et content de vous recevoir à l'émission Ensemble pour protéger nos enfants. Lorsque quelqu'un qui vient des pays du tiers-monde, qui nous suit par exemple sur YouTube, qui nous regarde et qui voit qu'on est tous les deux en Amérique du Nord, à Montréal, waouh! Alors il se demande, mais comment ça les parents doivent-ils protéger encore leurs enfants alors que c'est des pays très bien organisés? Je vous pose la question, monsieur. Oui. Protéger par rapport à quoi? Oui, ça peut être étonnant. Oui. Ça peut être étonnant. On doit les protéger, pas contre des guerres, mais on doit les protéger contre une idéologie. Quelle idéologie? L'idéologie du genre. Vous voulez que je vous dise brièvement? Bien sûr, l'idéologie du genre dit que le sexe biologique n'a pas d'importance. L'important, c'est que c'est le genre. Et il y a une infinité de genres. On peut être homme, femme, entre les deux, sur un spectrum, ou en dehors de ce spectrum. Donc, un genre astral ou un genre animal. Donc, c'est très dangereux pour les enfants. D'abord, pour leur santé physique. Parce que si l'enfant a le droit de s'autodiagnostiquer. D'accord. J'ai mal fait mon travail. Encore là, maintenant qu'on commence à être habitué, j'ai mal fait mon travail. Je suis entré directement dans le vif du sujet, parce que je suis passionné, mais quand même, on a un grand public qui nous suit. J'aime bien que mon public vous découvre aussi, qu'ils connaissent un petit peu quelles sont les circonstances, n'est-ce pas, qui ont conduit à en fait, la création justement de votre organisme, Ensemble Protégeons nos enfants. Quelles sont les circonstances et comment expliquer ces inquiétudes-là? Je ne vais pas aller loin, j'allais vous demander aussi, est-ce que vous avez des statistiques des parents qui sont insatisfaits ou bien c'est plutôt vous qui pensez ainsi? Mais avant d'aller plus loin, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Luc Magnus. Je suis un professeur à la retraite. Professeur de quoi? Professeur de français, histoire. Et, à l'école secondaire, donc, c'est ça? Oui, oui. Pour des ados de 13, 14, 15 ans. Voilà. D'accord, ok. Et justement, étant en contact avec la jeunesse, vous observez, et vous-même comme professeur, vous êtes donc dans le milieu, vous avez senti certains éléments, senti qu'il y a un changement de mentalité qu'on appelle l'évolution de l'homme. J'ai beaucoup plus sur la science, avec certaines expériences qui ont été faites. Et par rapport à cela, vous-même aussi, vous êtes quand même parent, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas parent, je suis célibataire. Mais donc, je réagis par rapport à ma fonction d'enseignant. Comme je professeur. suis très inquiet par rapport à ce que je constate les dernières années. C'est que l'augmentation des cas de dysphorie de genre. L'augmentation des cas de dysphorie de genre. Oui. Alors, on va décoder tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, les enfants qui souffrent de la dysphorie de genre, c'est une maladie réelle. Oui. Mais il y a 15 ans, elle était très, très rare. Or, la dysphorie de genre, les enfants qui souffrent de la dysphorie de genre, ce qui veut dire qu'ils sentent une souffrance par rapport à la différence entre ce qu'ils ressentent comme identité garçon-fille et leur sexe biologique. Et ils souffrent parce que ça ne correspond pas. Ces enfants-là,
il y a 15 ans, était très très rare. Pratiquement, les psychologues, psychiatres ne rencontraient peut-être dans toute leur vie aucun. Il existait quand même. Ils existaient, oui. Mais pourquoi c'était rare? Parce que c'était caché? Non, juste, non pas parce que c'était réellement rare. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre des enfants avec dysphorie de genre a augmenté de 4000%. Comment vous expliquez cela? Voilà, c'est ça la question. Donc, c'est ça qui m'a mis à rechercher comment ça se faisait. Alors, ce que j'appellerais les personnes pro-trans qui veulent que les enfants transitionnent à cause de cette dysphorie de genre, disent que oui, avant, les enfants ne pouvaient pas s'exprimer parce que le climat de la société ne permettait pas ça. Mais il y a un problème avec cette affirmation, parce que si c'était comme ça, des adultes qui sont adultes maintenant, ils confirmeraient ça. Ils diraient, oui, c'est vrai, quand j'étais adolescent, je voulais, mais je ne pouvais pas le dire. Or, il n'y a aucun adulte qui a dit ça. Donc, l'explication réelle de cette augmentation, c'est la volonté d'un lobby qui veut pousser les enfants à transitionner. Et ça fait partie de l'idéologie du genre qui dit qu'un enfant ne doit pas... il est maître de son genre. Et donc, comme je disais avant, le sexe n'a pas d'importance. Et donc, c'est le dissocier de sa nature. Et ça, c'est un grand problème. Mais vous, dans ça, comme professeur, quelque part, vous l'avez constaté, évidemment, et vous réagissez. Ensemble, protégeons pour protéger nos enfants. Je cherche à saisir maintenant. C'est un danger, finalement. C'est un grand danger pour les enfants, cette idéologie pour la santé physique, pour la santé psychologique aussi, parce qu'on va mettre à des enfants très jeunes, parce qu'on commence au primaire. Il y a la licorne du genre, on présente, on dit il y a plusieurs genres, on ne dit pas expressément tu peux choisir ton genre, mais dans la théorie, on dit qu'il y a plusieurs genres, donc on suggère que voilà, s'il y a plusieurs genres, tu pourras décider. Et dans la licorne du genre, on va demander aux enfants de se placer entre garçons, filles ou en dehors. Donc ça, psychologiquement, on demande à des enfants des choses. Un enfant qui dit maman, je veux partir aux États-Unis avec mes copains. Ben, tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu peux pas. L'enfant qui dit je veux devenir une fille qui dit je veux devenir un garçon, ok, je dois être d'accord parce que sinon je me mets contre. On ne croirait pas que c'est possible, ça. Pour vous, c'est illogique, c'est ça? C'est quelque chose qui est anormal? Ben oui, parce que le sexe biologique, il n'est pas... Il est là depuis... Pas depuis la naissance, mais depuis la conception. On a les chromosomes, on a les XX, XY, on ne peut pas changer ça. Donc, l'idéologie du genre emploie des mots avec un glissement de signification. Ils vont dire le sexe assigné à la naissance.
le sexe n'est pas, c'est un mensonge. C'est comme les grands, les idéologies font comme ça. Ils introduisent des expressions qui te font faire croire à une réalité qui n'est pas vraie. Alors, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est constaté à la naissance. Il y a deux genres, masculin, féminin. Il y a les cas d'intersexes que les pro-trans, les personnes trans affirmatives disent, voilà, c'est un troisième genre, c'est un troisième sexe. Parce que bon... Qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien, ce qui fait peur, c'est que c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Les intersexes, c'est une anomalie, c'est comme quelqu'un qui naît sans les bras, sans les jambes. Bon, on ne va pas dire « Ah oui, ça c'est un autre type de personne ». Personne n'accepterait ça. Vous avez organisé une manifestation. Il y a eu une grande manifestation à Montréal par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Avez-vous cette impression que le public ciblé a été réellement sensibilisé? Alors, nous avons en tant que parents participé à la manifestation où il y avait des milliers de parents en 2023, le 20 septembre 2023. On était très nombreux. Les années après, nous avons répété des manifestations, mais on était beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont peur. Je vais m'expliquer. Oui. Ils ont peur de quoi? Un peu par la violence de ceux qui sont pas d'accord avec nous, parce que et ça peut être une violence verbale. Ils ont peur de cette violence-là, de la réaction. Un peu. Mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'ils ont peur, surtout, d'être considérés, taxés comme transphobes. Parce que ceux qui sont pro-trans, si tu dis que tu n'es pas d'accord avec la théorie du genre, tout de suite, ils vont te dire que tu es transphobe. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un autre mensonge. Et c'est comme un amalgame. C'est là aussi un glissement de définition. Et certainement, il y a des personnes qui sont transphobes, qui n'aiment pas et qui vont les discriminer. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Moi, j'aime chaque personne, et donc aussi les personnes trans. Chacun a le droit d'être à sa dignité. Donc, on n'attaque pas du tout. Or, si tu dis « je ne suis pas d'accord avec l'enseignement de la théorie du genre, de l'idéologie du genre dans les écoles, ah, vous êtes transphobe ». Non, c'est faux. Mais justement, votre mouvement, c'est un peu comme ça qu'il doit vous percevoir quelque part, non? On ne vous perçoit pas comme étant transphobe, quelque part? Ben oui, les opposants vont nous taxer comme transphobes. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on confond deux choses. On confond le respect, et nous, on est pour le respect. Et c'est ça qu'on utilise... la bienveillance comme un argument. Il faut être bienveillant, inclusif. Nous voulons être inclusifs. Nous voulons protéger les enfants et tous les enfants. Mais dites-moi, comment réagissent les enfants? Vous, en tant que professeur, vous avez quand même pu le voir, sur place, vous avez pu constater cela par rapport à justement toutes ces... je suis à la retraite, donc j'ai pas eu... à le vivre réellement. Moi, j'ai fait mes études, mes recherches pendant la période de ma retraite. Oui. Donc, mais j'ai parlé avec beaucoup de parents, et parce que j'anime encore des groupes d'adolescents aussi, sur plusieurs sujets. Et donc, là, je me rends compte que les parents...
ce que je me rends compte, les parents ont peur, je disais. Oui. Ils ont peur. Peur de... Ils sont peur, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils ne veulent pas être pas inclusifs. Donc, comme on leur dit, vous êtes transphobe, ils n'aiment pas ça. Alors, ils n'osent pas se prononcer pour ne pas être mis dans cette case. Tandis qu'ils ne devraient pas être dans cette case. Mais là, on a besoin, et pour ça, je remercie que vous nous avez invités, parce qu'il faut sensibiliser les personnes pour dire, vous aimez toutes les personnes, vous êtes inclusifs, mais vous devez être conscient que l'enseignement de cette théorie peut nuire énormément à vos enfants, est un grand danger pour les enfants et après aussi pour la famille. La famille composée d'un père, d'une mère et des enfants. Oui. Or, cette idéologie du genre présente les genres individuellement. En dehors, voilà. Oui. Chacun va décider. C'est un malheur, c'est l'individualisme, c'est l'individualisme à l'extrême. Pour vous, est-ce que c'est la crainte de la disparition de la famille classique telle qu'on la connaît? Ah, certainement. C'est-à-dire papa, maman ainsi que les enfants. Certainement. Mais là, je voudrais souligner quel est notre objectif, c'est le respect des droits parentaux. Les droits parentaux sont décrits dans les chartes internationales, l'ONU en 1948, etc., les droits de l'homme, et aussi ils sont repris dans les chartes québécois, aussi dans l'instruction, les chartes de l'instruction pour l'école publique. Et donc, pour vous, vous avez cette impression que ça n'est pas respecté quelque part? Ah non, c'est pas respecté, puisque on enseigne une théorie des enfants petits, au primaire, bon, parfois déjà au préscolaire, on a les drag queens, etc. Mais disons, dans le programme du primaire et du secondaire, c'est enseigné sans que les parents ont pu se prononcer. On n'a jamais demandé aux parents, est-ce que vous êtes d'accord? Or, dans ces chartes... Est-ce que devait-il demander la permission aux parents? Comment? Devait-il demander la permission aux parents? Oui. C'est un peu comme si l'école disait, au niveau du cégep, on va demander la permission aux parents pour les cours de philosophie, par exemple. L'école n'a pas demandé aucune permission. Oui, mais les droits parentaux disent textuellement que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Bien sûr. Donc, l'école n'a pas le droit d'aller contre les valeurs et contre les valeurs et contre les contenus où ils ne sont pas d'accord. L'école ne peut pas aller contre les parents. Mais est-ce que si l'école le fait, moi je vais mettre toujours dans la peau du diable, si l'école le fait, est-ce que c'est parce que l'école estime que, comme nous tous par le passé, la sexualité, je rentre directement dans la sexualité, c'était tabou pour les enfants. On n'en parlait pas. Du moment où je vous parle comme Africain, c'est comme si ça n'existait pas. Et même, je me rappelle, jeune, un film qui passe à la télévision, des gens qui s'embrassent. Oui, d'accord. Non. Donc, ça a toujours été... Bon, alors, et les premières relations chez les jeunes, la plupart, on se débrouille comme on peut. On ne sait pas. Ils ne savaient pas. Et paf, les filles tombent enceintes et tout ce que vous voulez, à toutes sortes de situations qui se sont passées. Aujourd'hui, ils disent non, les écoles, on donne une formation aux enfants, on leur donne ce qui se passe, la réalité. Et donc, pour vous, en ce qui touche les gens comme tels, par le passé, on n'en parlait pas aussi. C'était un petit peu caché. Les gens vivaient un petit peu leur petite vie tranquille à gauche et à droite. Les parents, c'est pour ça que je souligne les droits parentaux. Vous considérez que c'est très important. Si les parents sont contents qu'on enseigne l'éducation sexuelle, etc., c'est bien. Mais là, il ne s'agit pas de la sexualité. Il s'agit d'une idéologie qui dit aux enfants,
tu peux décider, ça n'a rien à voir avec la sexualité en soi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, c'est-à-dire que l'identité. Tu peux avoir un physique de femme, mais dans ta tête, tu es un homme, quoi. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Oui, et tu peux choisir, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui fais le choix. C'est toi qui vas décider si tu es un garçon, une fille ou autre chose. Et donc, enseigner cela à l'école, pour vous, c'est pas correct? Ah ben non, c'est dangereux. Alors, on fait comment? La personne qui est chez elle, à la maison, qui grandit avec, comment dirais-je, cette opposition quelque part par rapport à son physique et à ce qu'elle est réellement intérieurement, on fait quoi là? Eh bien, on le laisse se démerder tout seul, un enfant? Comme je disais avant, les cas de dysphorie de genre existent réellement, mais ils sont très rares. Ils sont très rares et il faut soigner ces personnes. Ça se soigne finalement. Ça se soigne. Ben oui. C'est comme un enfant qui est anorexique. Prenons un enfant qui est anorexique. Oui. Est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce qu'il faut que cet enfant soit soigné? Oui, non? mais l'anorexie, on parle ici d'une maladie qui fait partie de la famille des maladies mentales. Ça, on ne peut pas le nier, n'est-ce pas? Mais, par contre, cet élément-là, on ne parle pas ici... C'est aussi mental. Selon vous? Oui. Selon vous? Absolument. Ça a été reconnu, prouvé scientifiquement? Non, justement, le lobby pro-trans, transaffirmatif, a dépathologisé mondialement, l'OMS a dépathologisé pardon, la dysphorie de genre en disant ce n'est pas une maladie. Question difficile parce que si ce n'est pas une maladie, pourquoi est-ce que ça doit être payé par la RAMQ? Mais bon, on ne parle pas de ça. Donc ça a été dépathologisé, ce n'est pas une maladie. Or, un enfant qui a dès plus petit, parce que ça arrive, la dysphorie de genre à 3-4 ans, et c'est réel. Un enfant qui ne connaît pas les théories, qui dit maman, je suis pas une fille, je suis un garçon. Donc ça existe. Ouais. Mais comme on disait avant, ça a augmenté de 4000%. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idéologie de genre qui a poussé cela. Alors il y a des enfants et des filles, parce que 65% de ces enfants qui veulent transitionner sont des filles. Alors, une grande partie... Des filles qui veulent devenir des hommes, c'est ça? Des garçons, oui. Alors, une grande partie, la majorité de ces filles-là ont des problèmes aussi autres, mentaux. Alors, ou bien l'autisme, ou bien d'autres maladies mentales. Or, et je ne vois pas pourquoi la dysphorie de genre ne sera pas... Et ça va ensemble. D'autres filles ont été agressées sexuellement. Et donc, on comprend... Par des hommes ou par des hommes ou par des pères. Ou par elles ont souffert d'être une fille parce qu'elles sont faibles, elles sont vulnérables. Donc, on comprend que une fille jeune, dit, moi, si je peux choisir, je veux devenir un garçon, comme ça, je suis plus fort, je n'ai plus ces problèmes pendant toute ma vie de pouvoir être vulnérable et d'être agressé. Donc, oui, c'est ça. Et donc, la comparaison avec l'anorexie, elle vaut parce que... Et on ne va pas dire à une fille anorexique, parce que ce sont des filles aussi, voilà, bon, tu es anorexique, ok, on considère ça comme normal, et donc on ne va plus te donner à manger, parce que, bon, c'est ça les filles anorexiques, elles ne veulent plus manger. Elle vomit, on se met le doigt. C'est le même raisonnement qu'on va faire avec les filles ou les garçons qui souffrent de dysphorie de genre. On va leur dire, ok, c'est bon, mais il faudrait leur dire
comme les enfants anorexiques ou bien les enfants qui souffrent, ils pensent qu'ils sont poursuivis par... voilà. On ne va pas leur dire... oui, c'est vrai. On va dire, toi, tu penses ça, et on respecte ça, et on va essayer de comprendre comment t'aider, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Et donc, pour les enfants de dysphorie de genre, c'est la même chose. Tu sens que tu n'es pas une fille, que tu es un garçon, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas vrai, et donc on va t'aider, mais on respecte ton idée et on va essayer de t'aider pour sortir de cette... Et une chose encore, 85% des cas de dysphorie des gens disparaissent, et ça ce sont les statistiques, disparaissent à l'âge adulte. Donc ça a été prouvé scientifiquement. Oui, ce sont les statistiques. 85% disparaît à l'âge adulte. Donc, on va imposer à des enfants de transitionner et ça va changer toute leur vie. Ils vont devoir prendre des médicaments, on va les médicaliser, on va, pendant toute leur vie, tandis que si on était plus prudent, d'ailleurs, les pays scandinaves qui ont été les premiers à encourager la transition, ils reviennent à cela. La Finlande, la Norvège, la Suède, l'Angleterre et aussi l'Allemagne, enfin des autres pays maintenant. Donc ils reviennent. Le Québec, non, ils continuent et ils vont attendre que parce qu'ils sont en retard. Je dois vous remercier. On a déjà dépassé largement le temps. Okay. Mais là, on aura une suite à cette émission. Une dame qui va nous parler justement des parents. On va mettre l'accent sur comment est-ce que les parents vivent cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.